Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié aux reconversions professionnelles à quelque stade qu'elles en soient. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Oser la reconversion est disponible en version filmée sur YouTube si vous êtes curieux de découvrir encore plus les invités et sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook du podcast pour prolonger la discussion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Marie, ancienne acheteuse de moteurs d'avion devenue cofondatrice de Crème Paris, une marque de cosmétiques skincare sans conservateur enrichie en probiotiques made in France. Après une école d'ingénieur et une spécialisation en mécanique, Marie est d'abord acheteuse dans l'automobile, puis dans l'aéronautique civile et militaire chez Safran, un des leaders du marché. Elle négocie et achète des moteurs d'avion. Elle monte les échelons rapidement et gère des portefeuilles de millions d'euros. Après 6 ans, Marie sent qu'elle a fait le tour de son poste d'acheteuse. Elle se sent comme dans une énorme machine et ne se sent plus alignée dans son job en raison de ses valeurs environnementales. Elle décide donc de se lancer dans l'entrepreneuriat et de renouer avec sa passion depuis toujours, les cosmétiques. Elle souhaite créer ce qu'elle ne trouve pas sur le marché en tant que cliente, une marque de skincare sans conservateur enrichie en probiotiques made in France. Elle propose au cours d'un dîner à sa meilleure amie, qui travaille alors chez LVMH, de s'associer avec elle. Crème Paris existe depuis aujourd'hui 1 an. Alors avec Marie, on a parlé de l'adrénaline du métier d'acheteuse, comment gérer des négociations de millions d'euros, comment passer d'un milieu d'hommes à un milieu de femmes, comment financer une marque de cosmétiques, son travail avec les microbiologistes et comment mêler amitié et entrepreneuriat. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Marie. Bonjour Marie, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour, merci beaucoup, je suis ravie d'être là aussi. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Ouais, je suis la cofondatrice d'une marque de cosmétiques qui s'appelle Crème, avec un K. C'est une marque qu'on a montée il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. Et donc voilà, que j'ai cofondée avec Juliette, mon associée. Alors, ça n'avait rien à voir avec ton premier métier. C'est vraiment 2 univers totalement différents. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes études et puis ton premier job ? Ouais, effectivement, ça n'a vraiment rien à voir. En fait, moi, je viens d'une formation ingénieur plutôt et spécialisée en mécanique, tu vois. Donc, c'est vraiment très, très opposé. Donc, j'ai fait une école d'ingénieur et je travaillais en fait. Après, j'ai travaillé dans les achats, dans l'automobile puis dans l'aéronautique. Donc, c'était des secteurs qui étaient plutôt, j'étais prédestinée à faire ça puisque dans mes études, c'était très orienté automobile, aéronautique, etc. Donc, j'avais de plus en plus de connaissances là-dessus et donc, naturellement, j'ai été dans l'automobile, qui était un secteur très intéressant pour le métier des achats parce que c'est et pareil pour l'aéronautique ensuite, mais l'automobile encore plus. C'est un secteur qui pousse énormément à l'excellence en termes d'achat, puisque chaque centime compte vu les volumétries très importantes. Donc, j'ai travaillé 3 ans dans l'automobile et puis après, je travaillais 3 ans dans l'aéronautique. Donc, je travaillais dans les moteurs d'avion en région parisienne. Et donc, là aussi, j'étais aux achats. Et donc, ouais, mon quotidien, c'était d'acheter des pièces qui allaient sur des moteurs d'avion, que ce soit pour du civil ou pour du militaire. Donc voilà, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et donc pour faire ça, c'est une formation plutôt d'ingénieur que de commercial ? Ouais, plutôt. En fait, on avait tout type de profil avec nous, mais t'es quand même plus à l'aise quand t'as fait une école, quand t'as une formation technique, on va dire, que t'es capable de comprendre pourquoi telle pièce est faite dans tel matériau, pourquoi c'est important, pourquoi elle a été fabriquée comme ça, pensée comme ça. Et tu es plus crédible aussi dans les discussions, tu comprends mieux les choses. Donc même un profil école de commerce peut s'en sortir sans problème, mais il faut vraiment avoir cette curiosité technique dans ces cas-là et tu vois aller au bout pour bien comprendre et réussir à ne pas du tout être perdu dans les discussions et à être force de proposition pour améliorer les choses et bien faire son métier, quoi. Alors c'est marrant parce que du coup tu es un peu passé d'un milieu d'hommes à un milieu de femmes. On pourrait dire. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que c'était un choix pour toi de travailler dans quelque chose d'un peu plus masculin ? Comment ça t'était venu ? En fait, je pense que j'aimais bien les choses très concrètes. Et tu vois, pour moi, c'était plus simple de faire des études. En fait, j'ai pas fait de prépa. Moi, j'ai fait un IUT en mécanique. J'ai fait 2 ans de formation comme ça et après j'ai fait une admission parallèle pour rentrer dans une école d'ingénieur. Et en fait, mes 2 ans d'IUT, c'était quasiment
la moitié de mon temps, c'était que de la pratique, où j'étais en atelier, on faisait du fraisage, etc. Enfin, tu vois, c'était hyper concret, quoi. Je faisais une pièce sur un ordinateur, je la designais et ensuite je la fabriquais. Enfin, tu voyais directement le fruit de ton travail. Et je pense que c'était assez important pour moi. J'avais besoin de beaucoup de concret. Je me voyais pas du tout faire une prépa, être dans des bouquins et tout. Je pense que j'aurais été très mauvaise là-dedans. Et du coup, naturellement, j'ai été vers des formations très concrètes et pragmatiques. Et du coup, tu vois, la mécanique, ça m'a intéressée. C'était je dirais qu'à la base, je suis plutôt quelqu'un de curieux, tu vois. Donc ça m'intéressait. Et puis après, tu commences, t'apprends de plus en plus. Et puis à la suite de ça, naturellement, j'ai continué dans une école d'ingénieur où on n'était pas beaucoup de filles, effectivement. Je crois qu'on était 2 sur une classe de 50, tu vois. Mais j'ai jamais eu de problème avec ça. Je suis la seule fille d'une famille avec trois garçons, tu vois. J'ai 3 frères, donc j'ai toujours été habituée, je pense, à être entourée et un peu être la seule fille. Donc ça m'a pas posé de problème. Je dirais que j'ai plus choisi en fonction de ce qui m'intéressait le plus. Et t'as toujours été intéressée par la mécanique? Est-ce que c'est quelque chose qui te vient d'enfant? Non, je pense pas. Je pense que j'étais plutôt, j'ai fait un bac scientifique, donc ouais, tu fais pas mal de physique et de choses comme ça. Et puis après, tu vois, en fait, quand j'étais en terminale, tu vois, je me disais pas, je veux faire ça, je veux faire ça. Franchement, j'étais pas hyper, tu vois, j'avais pas de vocation. Je savais que j'aimais bien les choses concrètes et du coup, naturellement, j'aimais bien les cours de physique parce que franchement, je comprenais bien. Je voyais le concret derrière et du coup, naturellement, tu vois, j'ai choisi cette voie en me disant, c'est des choses qui m'intéressent pour l'instant et où je suis plutôt forte là-dedans. Où, tu vois, j'étais pas bonne en français, enfin pas très bonne en français. La philo, c'était pareil. Donc en fait, tu vois, naturellement, j'ai été vers cette voie-là. Et puis ensuite, ça m'a amené, voilà, dans la mécanique. Et puis après, école d'ingé. Mais j'ai pas, non, tu vois, je vais pas te mentir, j'ai pas réparé des scooters et tout quand j'avais 15 ans. Je sais que ça fait cliché, mais du coup, c'est ce que je me demandais parce que forcément, quand on fait des métiers aussi, je veux dire, techniques et un peu stéréotypés hommes, voilà, c'est ce on imagine un peu la fille garçon manqué en fait. Ouais, voilà. Non, même pas, tu vois, même pas. Mais c'est vrai que ça surprenait pas mal, tu vois, parce que du coup, j'avais pas ce côté hyper garçon manqué. Et quand je disais, voilà, tu vois, je fais des études de mécanique, c'est vrai que les gens étaient en général assez surpris. Mais voilà, franchement, j'ai été là où ça m'intéressait le plus, donc vraiment, je regrette pas du tout ces choix-là. Et donc toi, tu as fait ça pendant 6 ans et demi quand même. C'est quand même beaucoup. Comment ça s'est passé entre, je dirais, le début et puis un peu après la fin? Quel a été ton cheminement? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a déplu? En fait, je suis rentrée dans l'automobile parce que j'ai fait toute mon école d'ingénieur en alternance. C'est vraiment pas mal, tu vois, encore une fois, je voulais faire quelque chose de concret, donc je voulais pas du tout faire 3 ans d'études derrière mon bureau ou mon ordi. Je voulais vraiment tout de suite travailler. Donc en fait, j'ai fait les 3 ans dans la même entreprise, les 3 ans d'école d'ingé dans la même entreprise, qui est un équipementier automobile. Et en fait, au début, tu vois... Comment je suis rentrée là-dedans? Je crois que c'était mon école qui organisait des sortes de job dating, tu sais, où il y avait des entreprises qui cherchaient des alternants qui cherchaient une alternance, et du coup, on s'était rencontrés. Moi, j'avais trouvé que les achats, c'était hyper intéressant. Je me rappelle que l'intervenant, c'était un RH de cette société-là, et puis il avait super bien présenté le métier d'acheteur. Là, je voyais vraiment, tu vois, le concret. Je me disais, c'est génial, c'est du technique tout en ayant beaucoup de relationnel à gérer, que ce soit au sein en interne dans l'entreprise, tu vois, mais aussi avec les fournisseurs et toutes les parties prenantes. Donc en fait, je trouvais ça super intéressant, et donc j'ai postulé et j'ai été prise. Et en fait, je suis vraiment montée crescendo dans cette entreprise. Tu vois, au début, la première année, t'arrives. Tu fais donc moi j'étais au service achat, donc j'étais plus sur des petites missions transverses où je commençais à apprendre le métier. Ce qui était vraiment bien, c'est qu'en fait quand tu t'installes sur une alternance de 3 ans, les gens
veulent vraiment bien te former parce que t'es pas là pour 6 mois, tu vois. Donc en fait, moi, dès le départ, j'ai eu le droit à beaucoup de formations dans mon entreprise, donc c'était hyper concret, tu vois. C'était surtout basé sur la négociation parce que ça reste un point très très important du métier d'acheteur. Et donc moi, dès le départ, j'ai eu beaucoup de formations très concrètes, tu vois, où j'accompagnais des acheteurs en négociation, j'observais beaucoup, on faisait des jeux de rôle après, tu vois, où moi j'essayais de le faire. Enfin, ça a tout de suite été hyper concret. Et donc là, j'ai beaucoup appris. Et en fait, première année, donc je fais beaucoup de formations, j'interviens sur plusieurs sujets. Deuxième année, j'ai déjà des fournisseurs à moi, tu vois. Alors des sujets pas forcément hyper clés parce que j'étais pas là tout le temps, tu vois. Donc fallait aussi que je puisse garder ces sujets pour moi. Donc forcément, c'était pas les sujets les plus stratégiques, mais franchement, j'étais déjà trop contente d'avoir ça. Et donc j'avais mes fournisseurs, je faisais mes négociations, tu vois. Cette boîte, c'était vraiment bien parce que ils m'ont intégré comme si j'étais quelqu'un, tu vois, un acheteur en CDI. Donc je participais au reporting des acheteurs, je disais les réductions de coûts, les actions qu'on menait sur mon portefeuille qui était petit. Et puis après, troisième année, le portefeuille il grandit. Et après, j'étais sur des sujets vraiment hyper intéressants avec des vrais enjeux financiers derrière. Et toujours dans cette optique d'apprendre un maximum. Et en plus, le statut d'alternant fait que tu peux facilement dire que tu sais pas, que tu as besoin qu'on t'explique, que t'aimerais avoir du support sur tel négo. Et en fait, tu vois, j'avais tout le temps des gens hyper bons avec moi qui m'apprenaient, tu vois, des techniques hyper concrètes, vachement difficiles à mettre en place. Typiquement, j'ai le souvenir que moi, j'avais vachement peur des silences, tu vois, en négociation. Et en fait, à un moment donné, on me dit, mais t'essayes trop de combler, tu vois, tu parles. En fait, non, enfin, dans quelle situation tu te trouves. Et en fait, faut pas que t'aies peur d'instaurer un silence, tu vois. Mais en fait, imagine le truc, t'es face à face avec quelqu'un, tu vois, et on te dit, bah là, voilà, toi, t'as tes objectifs, tu les énonces, voilà, le prix que tu veux ou la condition de paiement que tu veux, enfin, n'importe quoi que tu essaies de négocier. Il faut pas que t'aies peur du silence. Et en fait, tu vois, je faisais, du coup, tu vois, je partais en négo et j'avais mon tuteur qui venait avec moi et tu vois, l'objectif de la négo, c'était de pas avoir peur du silence. Et donc, je m'entraînais à fond, tu vois, et à la fin, ouais, il y avait des silences, franchement, qui duraient 3-4 secondes. C'est hyper long, hein, quand t'as quelqu'un en face de toi. Et en fait, tu te rends compte de la puissance du truc, tu vois. En fait, instaurer un silence, c'est très gênant. En même temps, ça débloque énormément de choses. Et tu vois, j'apprenais mais à fond des trucs comme ça. Et au début, je me disais, mais c'est hyper dur. Et donc, tu le fais une fois, tu te sens pas bien, t'as chaud, tu te dis, mais là, 4 secondes de silence, c'est hyper dur. Et en fait, tu continues. Et après, t'es de plus en plus à l'aise avec ça. Et du coup, j'apprenais plein de trucs comme ça. Et résultat, je suis sortie au bout des 3 ans en ayant tu vois, je venais d'être diplômée et franchement, j'étais vraiment au taquet, tu vois, j'avais bossé 3 ans à fond, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Et donc, j'ai déménagé à Paris puisque j'étais à Rennes. Et là, je me suis dit, je vais aller dans l'aéronautique, on en avait parlé, bosser pour une boîte française qui s'appelle Safran et qui était en région parisienne. Et en fait, ça me plaisait beaucoup parce que tu vois, avant, j'étais chez un équipementier automobile qui était pas français, qui était japonais. Et moi, tu vois, je me disais quand même, attends, j'ai envie de bosser pour une boîte française, quoi. Ça me motivait à fond. Et du coup, quand j'entends parler de Safran, de l'excellence qu'il y a derrière, du passé militaire et tout, je me dis, cette boîte m'intéresse beaucoup, je postule. Et forcément, tu vois, par rapport, ils cherchaient un jeune diplômé par rapport à tous les autres. Moi, j'avais 3 ans derrière de pratique, de négociation et autres. Et du coup, tu vois, un entretien, ça se passe hyper bien. J'avais le choix entre plusieurs, en fait, j'ai eu plusieurs entretiens et à la fin, c'était génial. J'ai eu le choix du poste. Donc, tu vois, tu te dis, mais trop bien. Et du coup, j'arrive là-dedans, premier CDI, et là, tu as un vrai portefeuille à toi, toute seule. Donc, au début, tu te dis, bon, ok, c'est chaud. Quand tu es dans ce genre de boîte, tu gères des millions d'euros pour ton portefeuille. Alors, ça peut paraître énorme, mais en fait, à l'échelle de Safran, tu vois, j'avais pas non plus un portefeuille énorme. Mais tu vois, moi, j'arrive là-dedans, je me dis, waouh, ok, grosse responsabilité. Et puis, j'ai adoré, quoi. J'ai adoré. Tu construis vraiment des partenariats super pendant 3 ans avec des gens géniaux. Moi, j'avais la moitié de mon portefeuille qui était français, l'autre moitié qui était américain. Et c'était génial, quoi. J'ai fait beaucoup de négociations. C'est beaucoup de relationnel, travailler avec des cultures différentes. J'ai énormément appris. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire après? Tu vois, c'est quoi l'après?
Là, sur mon poste d'acheteur, j'avais fait un petit peu le tour et je crois que j'avais envie de revenir à une structure un peu plus petite déjà, parce que tu vois, t'es dans une énorme machine. Bien sûr, tu vois l'impact de ce que tu fais, mais j'avais envie de revenir à une structure un petit peu plus petite et j'avais envie surtout de travailler pour un produit voilà, qui a un peu plus d'impact que de fabriquer des moteurs d'avion, tu vois. J'étais un peu dans une époque où je me disais que j'essayais tant que je pouvais, tu vois, de moins prendre l'avion, même si c'est pas toujours simple, mais tu vois, il y avait plein de choses comme ça, d'un point de vue impact environnemental et tout. Je me disais, bon, là, j'aimerais bien un peu sortir de ça, j'aimerais bien être dans une structure plus petite, et au final, tu vois, je me suis rendu compte que j'avais envie d'entreprendre. Et donc voilà, j'ai décidé au bout d'un moment de quitter Safran pour monter Crème. C'était stressant, tu dirais que c'est quelque chose, parce que j'imagine quand on gère des millions, qu'on doit réduire les coûts. Est-ce que c'était en plus, bon, souvent les jobs à Paris, dans des grosses boîtes, c'est quand même assez stressant. Est-ce que ça a été quelque chose pour toi qui a été un élément déclencheur aussi? Ouais, forcément, c'est des métiers où t'as beaucoup de responsabilités. Après, stressant, c'était plutôt grisant, tu vois. Tu te disais vraiment, j'étais pas stressée, tu vois. J'étais plutôt j'étais vraiment passionnée de ce que je faisais. Et par contre, ouais, à un moment donné, tu vois, quand même, comme j'étais en région parisienne, je faisais 2h30 de route par jour. Enfin, tu vois, tout ce rythme-là, ouais, ça me pesait beaucoup. Tu vois, l'envie à un moment donné, je me sentais plus vraiment alignée avec ce que je faisais. Et donc, à ce moment-là, ouais, tu vois, j'ai eu envie de changer. Mais non, sinon, j'étais pas vraiment stressée. En fait, t'es quand même hyper entourée aussi dans ce genre de structure. C'est ça qui est aussi intéressant quand tu commences, c'est que t'es hyper encadré. Tu vois, il y a le moindre truc où tu te dis, ah, j'ai besoin de m'améliorer là-dessus. Pas de problème. Il y a des formations pour, t'as des coachs. Enfin, tu vois, t'es dans une boîte, en fait, qui fait tout pour que tu sois très bien formé. Donc, du coup, je me sentais vraiment épaulée, quoi, tu vois. Est-ce que tu as eu un événement particulier où tu t'es dit vraiment là, c'est bon, je passe à autre chose? Ouais, en fait, déjà j'y pensais, tu vois, je me disais, j'ai envie de changer, je sens que potentiellement, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, sans vraiment savoir ce que ça voulait dire, parce que tu vois, t'as envie de monter ton truc, mais oui, tout le monde a envie de, tu vois, enfin non, pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui ont envie de monter des boîtes et tout, mais en fait, tu sais pas vraiment ce que ça implique derrière. Donc moi, j'étais comme tous ces gens-là à me dire, bah ouais, je rêve de monter un truc, d'être, tu vois, de donner la direction qu'on souhaite d'un projet, de mener un peu un projet à impact. T'avais l'impression que tout était possible. Enfin, tu vois, donc je me disais, ah mais ça, j'en rêve. Et t'as pas forcément en tête, tu vois, tous les inconvénients qu'il y a derrière. Donc à ce moment-là, je me disais vraiment, bah ouais, l'entrepreneuriat, ça me tente vraiment beaucoup. Et puis j'étais arrivée, tu vois, quand t'es acheteur, en gros, tous les 3 ans, on te dit, c'est bien si tu changes de poste, quoi, parce qu'en fait, au bout de 3 ans, on estime que, voilà, tu changes, que t'es plus le même portefeuille, parce que, tu noues des relations, mais derrière, c'est beaucoup de relationnel, et donc, au bout d'un moment, au bout de 3 ans, tu peux perdre un peu ton sens critique, tu peux perdre un peu ta capacité d'analyse, parce que, il y a de l'affect, évidemment, enfin, c'est beaucoup d'humains, donc, tu vois, au bout d'un moment, au bout de 3 ans, tu connais bien comment ça fonctionne, donc tu vois, tu passes peut-être à côté de détails qui ont de l'importance, donc on dit au bout de 3 ans, faut changer. Ça fait partie des chartes éthiques de beaucoup de boîtes. Et du coup, moi, au bout de 3 ans, ok, me voilà à dire, je veux changer de poste, ok. Et donc, Safran me dit, ok, va rencontrer, tu sais, il y avait plein de directeurs achats, parce qu'il y avait plein de sections différentes. Et donc, je rencontre plein de gens et tu vois, plein de gens passionnants. Mais en fait, je me dis au bout d'un moment, ouais, je crois que j'ai fait le tour, tu vois, peu importe le portefeuille, même si on te propose des portefeuilles plus importants, tu restes dans le même schéma, tu vois, même produit, même fonctionnement, même structure énorme. Donc tu vois, au bout d'un moment, je me suis dit bon, je crois que ça va pas trop me plaire en fait. Je trouve pas, tu vois, j'avais pas des étoiles dans les yeux quoi. Je me disais pas waouh, là on m'a proposé un truc, c'est dingue, j'ai vraiment envie d'y aller quoi. Donc je me suis dit tu vois, ce projet d'entrepreneuriat, je le mûrissais toujours dans ma tête et à un moment donné, je me suis dit allez, j'y vais. Enfin, la décision, elle a pas du tout été facile à prendre parce que tu restes dans une structure où tu as beaucoup de confort. Enfin, faut pas se le cacher, t'es énormément aidé, épaulé au quotidien. C'est des boîtes où t'as je sais pas, beaucoup de vacances. Enfin, tu vois, c'est un confort de vie. Tu te rends pas trop compte sur le coup, mais quand t'es à 2 doigts de le lâcher, tu te dis waouh, ok, je sais pas, auprès d'un banquier, c'est cool de dire que t'es employé, tu vois, par Safran, tu vois, il a hyper confiance et du coup tu te dis mais attends, là je vais quitter ça, je vais
je vais faire mon truc par moi-même. Donc c'était assez vertigineux comme sensation. Et en fait, une fois que la décision a été prise, c'était plus vraiment difficile. C'était vraiment le moment de se dire, ok, j'y vais. Et il faut que je trouve, tu vois, je voulais absolument m'associer parce que, en gros, je me suis dit, bah moi, je suis passionnée de cosmétiques. Je sentais qu'il y avait, enfin voilà, que je ne trouvais pas sur le marché ce que je voulais, donc je sentais qu'il y avait quelque chose à faire, mais j'étais pas, tu vois, moi, je connaissais pas bien le secteur. Enfin, je le connaissais en tant que cliente, mais pas, j'avais jamais travaillé dedans. Donc, je voulais chercher quelqu'un qui avait cette connaissance-là. Et du coup, tu vois, il fallait vraiment que je passe le cap et que je me dise, allez, j'y vais. Je change de métier, je quitte Safran pour monter ma boîte, pour me lancer pleinement dans la recherche d'un associé, etc. Tu vois, et d'une idée un peu plus concrète. Et est-ce que t'as eu un moment où tu t'es dit, ah, peut-être je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais peut-être plus proche de tes études? Comment tu t'es dit, finalement, ça va être les cosmétiques? Ouais, en fait, tu vois, toujours ce fil conducteur de j'ai besoin de concret, c'est que moi, je m'étais pas mal renseignée pour entreprendre dans l'automobile ou encore dans l'aéronautique, mais en fait, c'est des secteurs où les qualifications sont tellement longues et coûteuses qu'avant de voir le jour de ton projet, t'as au moins 3-4 ans et c'est tellement cher qu'en général, c'est des filiales des grands groupes. Enfin, c'est des grands groupes qui créent des petites filiales. C'est un peu de l'intrapreneuriat en fait. C'est difficile de le faire seul. C'est pas impossible, mais tu vois, je me disais, mais je vais pas en voir le bout. Et si tu veux faire quelque chose à impact, etc. C'était hyper compliqué. Au bout d'un moment, je me suis dit, bah en fait, pourquoi, tu vois, je veux absolument rester dans mes études, dans ce que j'ai fait. Non, en fait, je peux aussi avoir de la valeur ajoutée dans un secteur que je ne connais pas. Apporter un œil neuf et tout re-questionner, tu vois, alors que moi aussi, tu vois, dans mon secteur, tu vois, automobile ou aéronautique, tu vois, tout de suite, j'avais la réflexion de, ouais, mais les qualifications sont chères, sont coûteuses, enfin, sont très longues, et en fait, peut-être quelqu'un qui n'y connaît rien va oser le faire, alors que tu vois, moi, j'étais déjà en train de me dire, là, ça va être hyper long, alors que du coup, sur les cosmétiques, je me disais, mais moi, je peux apporter un œil neuf. Peut-être parce que tu vois, j'avais aussi l'envie de découvrir, mais je me suis dit que j'allais pouvoir sortir quelque chose plus rapidement et avoir un impact plus rapidement. Oui, tu veux dire que finalement c'est pas mal d'avoir cette fraîcheur et un peu cette naïveté parce que ça permet de faire peut-être plus de choses parce qu'on se rend pas compte. Et d'oser, ouais, complètement, ouais, exactement. Alors, rien à voir, mais est-ce que tu aurais des conseils en termes de, par exemple, livres pour apprendre à la négociation? Je trouvais que c'était super intéressant ce que tu disais. Ouais, sur la gestion des silences et tout, là. Ouais, mais en fait, il y a tellement de petites choses. Non, mais je pourrais rechercher. En fait, moi, j'ai eu beaucoup de documentation parce que j'ai eu beaucoup de formations. Tu vois, de cabinets extérieurs qui étaient spécialisés en négociation et tout. Et donc moi j'ai eu beaucoup de documentation hyper concrète là-dessus, tu vois. On a fait beaucoup de jeux de rôle, de cas et tout, mais par contre je peux me renseigner, je peux essayer de voir s'il y a des bouquins qui selon moi résument bien, tu vois, avec des exemples très concrets, genre la gestion du silence ou comment tenir une posture. Tu vois, ça c'est hyper important, c'est le plus difficile en fait, c'est du théâtre tout ça, tu vois. Donc c'est assez dur, mais il y a plein de petites choses au quotidien qu'on peut appliquer grâce à ça. Je vais essayer de chercher et tu pourras peut-être le mettre dans les notes de l'épisode. Comme ça, je te dis pas une bêtise. Carrément, parce que ça peut servir à beaucoup, je pense. Même pas ceux qui, tu vois, même si tu fais pas de négociation dans ton métier, mais juste, on est tous amenés à négocier pour une augmentation de salaire ou pour autre chose, tu vois. Bah, ça peut te servir. Enfin, même si je sais pas, tu veux acheter un appart ou quoi. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent servir au quotidien. Donc, je vais chercher un bouquin qui me semble bien. Je te le donnerai. Ok, super, c'est gentil, merci. Alors, quand tu te dis, bah, finalement, je vais lancer ma marque de cosmétiques et je vais le faire avec une associée, comment t'as fait pour trouver ton associée? Eh bien, en fait, d'abord, je me suis dit que c'était hyper important qu'on soit vraiment complémentaires. Faut pas se marcher dessus. Et dans le secteur des cosmétiques, la force entre guillemets que j'avais à l'époque, c'est que moi, j'avais des compétences, tu vois, qui n'avaient rien à voir avec ce secteur. Du coup, pas mal de chances de trouver quelqu'un qui fasse un métier vraiment différent du mien. Parce que moi, du coup, j'allais plus m'orienter vers des fonctions supply chain, donc production, achat, approvisionnement, toute la partie un peu opérationnelle. Et du coup, je cherchais quelqu'un qui allait avoir une vision très
créatif, tu vois, l'image de marque, marketing, développement produit. Et en fait, moi, j'avais vraiment aucune connaissance là-dedans. L'exigence du B2C, tu vois, qui était quelque chose que moi, je connaissais pas du tout. J'ai fait que du B2B. Enfin, en fait, quand je voyais un moteur fonctionner, fallait que ce soit fonctionnel, pas beau, tu vois. Et du rien à voir finalement. Ouais, avec... voilà. Et d'ailleurs, voilà, franchement, j'ai une belle anecdote à te raconter là-dessus. Après, quand on a commencé Crème, j'en ai fait une très très belle. Et du coup, tu vois, sur le coup, je me dis bon bah ok, il faut que je trouve quelqu'un. J'avais plusieurs critères, tu vois. Je m'étais dit bah je voudrais quelqu'un qui soit dans le secteur et quelqu'un où je sentais qu'il y avait une bonne, enfin comment dire, des appétences sur la partie créa que moi j'avais pas du tout. Parce qu'au final, c'est beaucoup ça, tu vois, quand tu montes une marque cosmétique. Et je voulais pas trop qu'on fasse appel, tu vois, à des gens, à des cabinets extérieurs ou quoi, qui te font ton image de marque, alors qu'en fait, c'est hyper important. Donc, je voulais vraiment que ce soit quelque chose en interne. Et troisième truc, je cherchais aussi quelqu'un, tu vois, qui ait les mêmes valeurs que moi, tu vois, de travail, de projet à impact. Enfin, tu vois, c'est hyper important d'être aligné sur ce genre de choses parce que tu vois, toi, t'as envie de faire des packaging éco-responsables, du circuit court, proposer une marque, tu vois, sans conservateur. Enfin, tu vois, vraiment avec des probiotiques. Moi, on avait plein de trucs en tête et du coup, je me disais, bah, tu vois, si t'as quelqu'un en face qui te dit, bah non, en fait, tout ce que je veux, c'est vendre des produits et pas vraiment penser à l'impact que ça a derrière et à la satisfaction client, etc. Donc, il y avait plein de choses où je me disais, il faut qu'on soit aligné sur des valeurs assez importante. Et du coup, j'avais une amie qui bossait, tu vois, qui a bossé chez L'Oréal et puis après chez LVMH en développement produit, vraiment marketing, skincare, donc tu vois, pile dedans. Et je me suis dit, bah franchement, c'est une bonne copine. À chaque fois que je la voyais, j'en parlais parce que moi, j'étais passionnée de ça, tu vois, donc je lui en parlais tout le temps. Ça m'intéressait trop, tu vois. Elle me racontait les lancements, comment ils s'y prenaient et tout. Ça m'intéressait vraiment beaucoup. Et ça matchait bien, tu vois, on pouvait passer beaucoup de temps à en parler et c'était hyper intéressant. Et je sentais qu'elle avait les mêmes valeurs que moi, je sentais qu'elle était très bonne pour créer des concepts, tu vois, et vraiment pas perdre la ligne. Enfin, je sentais qu'elle était douée là-dedans et du coup, bah, je me suis dit, ce projet, j'ai envie de le faire avec elle. Donc, c'était Juliette, dès le départ. Et après, bah, tu vois, vient le moment où tu te dis, bon, bah, moi, ce projet, enfin, j'ai en tête de faire quelque chose dans les cosmétiques, mais maintenant, il va falloir que je lui propose de le faire avec moi. Donc, vraiment, pas simple. Parce que j'avais un peu peur, tu vois, qu'elle me dise non, quoi. Enfin, tu vois, le truc. Elle était bien dans son job. Alors, je savais que il y avait des choses qui l'embêtaient. Tu vois, je savais que elle n'était pas forcément d'accord avec les compositions des produits, qu'elle avait très peu de marge de manœuvre pour changer les choses. En fait, elle avait peu de poids, tu vois, de décision dans ce genre d'énormes structures où c'est plutôt, enfin, tu vois, chez LVMH, on parle de luxe, on parle pas de produits clean, tu vois, c'est pas du tout pareil. Donc elle, je sentais qu'elle était un petit peu agacée par ça, mais je savais pas du tout si elle voulait entreprendre et c'est un vrai sujet et du coup, tu vois, je l'ai invitée un soir et j'ai fait un petit dîner et tout. J'étais un peu stressée. Et en fait, j'arrivais. En fait, c'est dur aussi ce moment-là où enfin, moi, tu vois, j'en avais parlé à personne de ce projet. Enfin, juste à mon copain, mais tu vois, sinon personne ne savait. Et pour elle, moi, j'étais vraiment Marie, celle qui bosse dans les moteurs d'avion. Enfin, tu vois, elle s'attendait pas du tout à ce que je lui dise ça. Du coup, j'étais hyper stressée et je me suis dit, au lieu de lui demander, tu vois, Cash, est-ce que tu veux bosser avec moi? Voilà les idées que j'ai. Je me suis dit, je vais lui parler de mes idées, de ce que j'aimerais faire et voir un peu si elle trouve ça intéressant et je lui demanderai qu'à la fin. Et du coup, c'est ce qu'on fait pendant tout le dîner. Je lui parle d'idées que j'ai, de ce que je vois, de ce que je trouve pas sur le marché. Moi, à l'époque, tu vois, j'avais une peau plutôt réactive. J'utilisais que de la cosmétique conventionnelle qu'on peut trouver chez Sephora, les produits que faisait Juliette, tu vois, chez LVMH. Donc, je le trouvais hyper agréable, mais dès que je scannais sur Yuka, je voyais que c'était pas bon. Donc, je me disais, il y a vraiment un truc à faire. C'est pas possible que dès que tu fais le choix de la naturalité, du bio, t'es sur des sensorialités. Enfin, c'est pas terrible. On a l'image de la crème un peu plâtreuse, où c'est pas efficace, où les odeurs sont trop fortes. Enfin, c'était pas très agréable de passer sur du naturel ou du bio. Et du coup, elle me dit, mais ouais, mais t'as trop raison, c'est super intéressant et tout et tout. Puis tu vois, vient le moment où elle part, quoi, elle met son manteau et là, je me dis, mais attends, je lui ai toujours pas dit, quoi, je lui ai toujours pas dit. Et là, je lui dis, allez, tu vois, elle est sur le pas de la porte et je lui dis, bon, écoute, Juliette, voilà, ce projet, j'aimerais bien faire avec toi, quoi.
Et là, je me rappelle de sa tête, tu vois, elle se dit, attends, mais tu vois, énorme truc, quoi. Et elle me dit, bah, écoute, déjà, merci beaucoup, mais enfin, faut que j'y réfléchisse. Tu vois, c'était pas rien, enfin. Et donc, elle prend le temps de la réflexion, et puis, je sais plus, tu vois, 10 jours après, elle me dit, bon, bah, écoute, est-ce qu'on peut se revoir pour en parler? Donc, on se retrouve dans un resto, et puis elle me dit, bah, ouais, je pense que ça peut le faire et tout, mais il faut qu'on se voit d'abord, tu vois, qu'on essaye ensemble de structurer un projet et ensuite on quitte nos jobs. Et donc c'est ce qu'on a fait et tu vois, 2 mois après, on se lançait sur le projet Crème. On commence à travailler déjà ensemble pour voir si ça marche au niveau ouais. relation professionnelle. Exactement. Mais en fait, tu vois, ce qui était intéressant, c'est que du coup, on était très complémentaires, même valeur, enfin, même envie de changer les choses. Donc en fait, ça a été assez rapide, tu vois. On a commencé à bosser ensemble. Et tu vois, tu le sens quand même. Alors, il y a toujours, en fait, c'est exactement comme un couple, tu vois. Donc, au début, tu vois, tu te connais pas trop. On se connaît en tant que copine, tu vois, mais on se connaît pas du tout dans le travail. Donc, au début, voilà, tu te cherches un peu. Mais en fait, quand même, dès le départ, tu sens que ça peut fonctionner, tu vois. L'association va marcher. Et du coup, ouais, après, tu vois, on se voyait tous les week-ends, on en parlait le soir. On n'arrêtait pas, tu vois. On avait plein d'idées, plein d'idées. Et puis, petit à petit, on a imaginé Crème. Et alors, quand on lance une marque de cosmétiques, est-ce qu'il faut beaucoup de financement? Alors, quand tu lances, en fait, ce qui coûte cher là-dedans, quand tu lances une marque de cosmétiques, tu as plusieurs choix. Tu as ou le choix de prendre ce qu'on appelle de la marque blanche, c'est-à-dire que tu vas voir des usines qui ont déjà développé des produits et tu n'as plus qu'à mettre ton étiquette et à le commercialiser. Donc ça ne coûte pas très cher parce qu'en fait, tu ne payes pas de développement et tu n'es pas propriétaire de la formule, mais ça te permet de mettre rapidement sur le marché quelque chose. Nous, c'est pas du tout le choix qu'on a fait. T'as une deuxième possibilité, c'est de dire, OK, je vais prendre ce produit qui est déjà fait et je vais changer 2-3 choses. Mais globalement, la base est la même. Donc, tu vas juste avoir à payer les tests. Donc là, c'est un peu de financement, mais c'est pas non plus énorme. C'est pas le choix qu'on a fait non plus parce que pour les 2 premières options, le problème, c'est qu'en fait, les formules sont en général pas très clean parce que on y vient petit à petit. Mais si tu veux, les industriels aujourd'hui, ils sont encore dans un mode de ce qui a fonctionné ces 20 dernières années, tu vois. Donc en fait, c'est pas des formules clean. T'as plein de choses à revoir là-dedans. Donc nous, c'est pas du tout ce qu'on a fait. Et dans notre optique de créer vraiment une marque, tu vois, ultra saine, sans conservateur, avec des plantes françaises et des probiotiques. L'idée, c'était de repartir d'une feuille blanche. Et donc là, dans ces cas-là, tu as besoin quand même de financer la partie R&D pour être totalement propriétaire de tes formules. C'est-à-dire que nous, toutes nos formules, il y a personne d'autre qui les commercialise. C'est les nôtres. C'est vraiment les nôtres qu'on a développées. Et donc, tu payes du développement. Donc, tu vois, tu as au moins 3-4 mois de développement. Et donc, nous, en plus, on avait cette contrainte, tu vois, de vouloir enlever les conservateurs de nos produits. Donc, on a travaillé avec des microbiologistes qui sont vraiment venus trouver l'équilibre parfait, comme une recette un petit peu, tu vois, de cuisine où tu dois être très très précis pour qu'en fait la formule se conserve d'elle-même grâce aux probiotiques ou grâce à certains ingrédients qui vont avoir une action antimicrobienne. Donc en fait, ça tu vas le payer quand même. T'as au moins 4 mois de développement et puis après t'as toute la phase de test. Mais nous, si tu veux, vu la marque qu'on voulait créer, on avait vraiment envie de partir sur cette 3e option, quoi. Et de se dire, OK, là, on va vraiment proposer quelque chose de nouveau, avec des super sensorialités, proposer vraiment tous les avantages de la cosmétique conventionnelle qu'on trouve très agréable, sur des produits bio et hyper clean, quoi. Donc ouais, ça a nécessité un peu de financement, ouais, au départ. Et comment tu fais pour trouver justement les biologistes avec qui tu travailles? Est-ce que c'est les usines au niveau de ta recherche, imaginons les auditeurs veulent lancer une marque, est-ce que tu vas plutôt d'abord chercher des usines de production qui finalement après vont t'aider à avoir les bons contacts dans ce milieu, ou tu vas plutôt chercher plutôt les biologistes en premier? C'était hyper difficile parce qu'on est arrivé et on s'est dit on va rencontrer des labos qui peuvent nous aider, et en fait on a rencontré beaucoup de labos qui nous disaient mais ce que vous voulez faire là, c'est trop compliqué, on comprend pas bien, nous on sait pas faire, ou tu vois, ils voulaient toujours nous orienter vers des solutions qui impliqueraient qu'on soit pas bio, qui impliqueraient qu'il y ait trop de conservateurs, tu vois. Donc on se disait non, ça va pas le faire. Et donc en fait, au fur et à mesure, on s'est
on a cherché, tu vois, on a cherché des labos et puis au bout d'un moment, on s'est dit, bah, il faut qu'on aille trouver aussi des experts, tu vois, de l'équilibre parfait qui vont vraiment étudier nos formules et nous permettre d'enlever les conservateurs. C'était vraiment le premier point d'attaque pour se dire, ça c'est la première chose. Et ensuite, on va venir gérer la sensorialité autour de ça. Mais le premier point, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait une formule sans conservateur. Et donc là, on a été chercher des microbiologistes qui faisaient pas du tout des cosmétiques à la base. Mais tu vois, la démarche était complètement... Enfin, il y a aucune marque qui fait ça, quoi. Tu vois, on allait les voir, elles travaillaient beaucoup plus sur des yaourts ou tu vois d'autres choses. Enfin, et en fait, on leur a dit voilà, on voudrait utiliser votre savoir-faire pour faire des cosmétiques. Et en fait, elles ont été hyper intéressées. Et en fait, là, c'est un laboratoire qui est labellisé par, qui est certifié par le ministère de la Recherche, etc. Donc, tu vois, on avait fait quand même un peu nos recherches pour se dire, ok, là, on s'entoure de personnes qui maîtrisent le sujet. Et du coup, on a commencé à faire avec elles les premières formules. Et puis ensuite, on a travaillé autour de ça pour faire des formules qui soient très sensorielles, bio, etc. Mais ça n'a pas été simple parce que la plupart des labos veulent rester, tu vois, dans ce qu'ils savent déjà faire. J'imagine que ça doit être impressionnant en fait quand tu arrives dans un milieu comme ça aussi, je veux dire expert avec c'est très 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 niche, ça doit faire un peu peur. Ouais, ça fait peur parce que en plus t'as pas forcément de légitimité. Enfin au début, tu vois, t'es personne quoi. T'arrives, voilà. Et en fait, on est tombé, tu vois, sur quelques partenaires qui ont vraiment cru en nous quoi. Qu'on dit bah ok, votre projet il est intéressant et on voit ça nulle part ailleurs, donc on y va quoi. On le fait ensemble et ça a pas été simple. Tu vois, il a vraiment fallu s'accrocher parce que à toutes les étapes, t'as envie de revenir dans une zone de confort que tout le monde connaît. Genre, la facilité. Ouais, tu vois, par exemple, j'ai le souvenir la spiruline qu'on met dans notre gelée, qui a vraiment une action détoxifiante, etc. Tu te rends compte que la spiruline, dans 95% des cas, elle vient de Chine, quoi. Et nous, on se disait, mais attends, on va faire une marque en circuit court, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, et en fait, on a vraiment, vraiment galéré à trouver la spiruline qui voulait bien, tu vois, se mélanger dans notre gelée, etc. Parce que ça aussi, c'est important. Et en fait, on a fini par en trouver en Bretagne. Mais tu vois, au bout d'un moment, t'as intérêt à vraiment être derrière parce que tous les labos te disent, bon, bah oui, machin, on pourrait prendre telle spiruline, elle vient de Chine, et toi tu te dis bah non, on va au bout de la démarche. Et donc ça a vraiment été difficile à chaque étape du process. Ouais. Oui, t'as le côté où tu pourrais te dire ah bon, au pire, même s'il y a ce petit truc, c'est pas très grave, mais en fait faut que tu restes vraiment. Ouais, faut que tu restes parce que sinon c'est un peu la porte ouverte à d'autres choses. Donc faut vraiment que tu restes droit dans ce que tu as décidé au départ. Et donc ouais, non, ça a pas été simple. Et franchement, heureusement, on a trouvé vraiment des partenaires qui nous ont fait confiance. Et du coup, ça a pu vraiment bien se passer, quoi. Et on s'est bien compris et on a sorti des super formules. Comment vous avez fait pour financer? Est-ce que vous avez fait appel à des business angels? Non. En fait, on a financé... de plusieurs manières. La première, c'est Juliette et moi. L'avantage aussi, tu vois, d'avoir travaillé dans des grands groupes avant, c'est que tu as des parts de l'entreprise qu'on te donne sous forme de participation, d'intéressement. Et donc, l'avantage d'avoir travaillé dans des grands groupes, c'est qu'on a pu investir cet argent dans la société après, donc Juliette et moi. Au départ, ce qui nous a permis de construire un petit peu le capital social de la boîte. Ensuite, on s'est fait aider de la BPI qui nous a donné des subventions pour nous aider à développer vraiment la R&D parce qu'ils voyaient qu'on avait un projet en fait très innovant, qu'il y avait quelque chose. Et donc on s'est fait on a touché des subventions de la BPI qui nous ont permis de mener à bien le projet sans faire de levée de fonds. L'idée, c'est quand même, tu vois, on voulait vraiment rester maître de nos décisions et pas se dire, ok, on doit, tu vois, faire du reporting. Et en fait, il y a plein de trucs. Un investisseur n'aurait pas compris nos choix, tu vois. Enfin, ce truc de spiruline, tu vois, t'en aurais plein qui te seraient dit, mais non, mais enfin, arrêtez, voilà, prenez celle qui vient de Chine, elle coûte moins cher. Et puis voilà, non, tu vois, ça. En fait, au bout d'un moment, t'as envie de te dire, non, c'est nous qui décidons et on n'a pas envie de ça. Et donc, on avait vraiment envie de faire ce projet comme on l'entendait. Donc, c'était important de rester indépendante. Combien de temps vous avez mis entre le moment où vous, disons le dîner, le fameux dîner, et puis le premier produit sort sur le marché? On a mis à peu près 1 an. Ouais, tu vois, on a sorti la campagne Ulule en octobre 2020.
20 et le dîner datait d'octobre 2019. Donc on a mis 1 an. En fait, on s'est rapidement mis au travail et puis après, t'as quand même un temps incompressible d'à peu près 7-8 mois de phase réglementaire, de test avant de pouvoir commercialiser tes formules. Et donc, quand c'était bon, on a lancé notre projet sur Ulule, donc qui est une plateforme de financement participatif. Et là, là, ça a été génial, quoi. Là, si tu veux, au bout d'1 an, c'était la première fois qu'on montrait vraiment notre projet. Et donc, c'est là, tu sautes dans le vide, quoi. Tu te dis, bon, ok, est-ce que les gens vont adhérer à mon projet, vont comprendre ce que j'ai voulu faire, ou est-ce que vraiment on est parti trop loin, quoi. Et en fait, ça s'est super bien passé. On a été mais tellement agréablement surprise parce que on a vendu plus de 8000 produits en 1 mois. Et donc, en fait, si tu veux, là, on s'est dit, attends, c'est incroyable. Et donc, sur le coup, on s'est dit, mais trop bien, génial et tout. Et puis après, tu vois, on a lancé la première production. Et après, il a fallu livrer des milliers de colis. Et là, on s'est dit, c'était un peu moins génial, tu vois. Là, on s'est vraiment dit, ok, on n'a pas de logisticien, donc on livrait hyper vite et on voulait livrer tout le monde avant Noël parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient fait leurs cadeaux sur notre campagne. Et donc, on s'est dit, mais il faut absolument qu'on livre avant Noël. On n'avait pas le temps de prendre un logisticien, tu vois, de le former et tout. Donc, on a tout fait nous-mêmes. Et là, ça a été, si tu veux, voilà, la galère, parce qu'en fait, quand il connaît rien, tu te dis, mais ça va, c'est pas non plus, enfin, tu vois, on va le faire, ces colis. Et en fait, tu te rends compte que c'est hyper long. Et donc, en catastrophe, on a appelé des amis, des cousins, des petits cousins, franchement, qui étaient en vacances, qui sont venus nous aider. Tu vois, tu te dis, oh là là, quand même. Et tu vois, tout le monde nous a aidés. On a pu livrer tout le monde à temps, mais ça a été, une semaine horrible. Enfin, tu vois, je la revivrai vraiment pas. Et depuis, on a pris un logisticien. T'es chez toi, au milieu de tes cartons, quoi. Ouais, là, partout. On a partout. Enfin, c'était vraiment. Heureusement qu'on était entouré à ce moment-là parce que c'était pas assez anticipé, tu vois. Et alors, comment vous avez fait pour avoir autant de ventes sur Ulule? Est-ce que tu auras un conseil pour quelqu'un qui se lance en financement participatif? Ouais, je pense que ce qui a bien fonctionné, on a fait une vidéo et ça marche bien, tu vois, mais peu importe la plateforme, hein, tu vois, il y a plein d'autres plateformes qui sont cool. On a fait une vidéo et en fait, on parlait, tu vois, on racontait notre truc, on racontait l'histoire, comment on a fait, on a parcouru les routes de France, enfin tout ce que je viens de te dire, on l'a raconté en étant hyper simple, hyper transparente. Enfin, tu vois, on n'a pas cherché à raconter autre chose que ce qu'on avait vraiment fait et je pense que ça a touché les gens et je pense aussi, tu vois, qu'en fait, on n'a pas fait quelque chose de très compliqué. Tu vois, ce qu'on a fait, c'est très simple. Mais du coup, ce que les gens se disaient, enfin, les commentaires qu'on recevait, c'est, mais waouh, on savait pas que c'était comme ça, la cosmétique. Parce que tu vois, en fait, nous, on racontait, voilà, c'était un peu ce que voyait Juliette. C'est, en fait, les produits sont chargés de conservateurs parce que, il faut qu'ils passent 2 ans sur étagère. Donc, nous, ça nous va pas. Donc, on va faire du circuit court. On va enlever les conservateurs. Enfin, on racontait, on disait, aujourd'hui, c'est 1 personne sur 3 en France qui souffre d'un problème de peau à cause d'un dérèglement du microbiote cutané. Donc ça, on en entend beaucoup parler au niveau des intestins. Le microbiome intestinal, c'est vraiment cette bonne barrière de bactéries que tu as dès la naissance qui te protège des agressions extérieures. C'est pour ça, par exemple, quand on prend des antibiotiques qui viennent vraiment casser un peu ta flore intestinale, on te dit, prends des probiotiques, donc des levures, etc., qui vont vraiment venir aider à reformer cette barrière de bonnes bactéries. En fait, tu as la même chose sur la peau. Et donc, nous, on disait, en fait, tu vois, on avait lu une étude qui avait été menée, c'est une des plus grosses études qui a été menée en France sur 17 000 sujets par la Société française de dermatologie. C'est une étude qui date de 2016 et qui prouve qu'en fait, il y a 1 personne sur 3 en France qui souffre d'un problème de peau du type acné, eczéma, psoriasis, qui sont directement liés à un dérèglement du microbiote cutané. Et donc, lié au fait que nos modes de vie évoluent, mais aussi qu'on mette des produits qui sont chargés de conservateurs. Et le rôle d'un conservateur, c'est d'enlever toutes les bactéries sur son passage, donc les mauvaises bactéries qui vont se développer dans la crème, mais aussi les bonnes bactéries de ma peau. Donc tu vois, en fait, on a expliqué quelque chose de très simple aux gens, quoi. Je pense que ça a marché. En fait, on leur a dit, mais voilà ce qui se passe. Et en fait, t'as énormément de gens qui se sont reconnus là-dedans, qui se sont dit, mais moi j'ai de l'acné, je comprends pas. Enfin, de l'acné quand t'as 30, 35, 40 ans, tu te dis, mais attends, enfin, je comprends pas pourquoi j'ai ça, ou je fais de l'eczéma, ça part pas. Et en fait, quand ils ont vu la vidéo, il y en a plein qui se sont reconnus là-dedans. Et c'est vrai qu'aussi, on fait vachement attention à ce qu'on met à l'intérieur
Enfin, on fait vachement attention à ce qu'on mange et Ouais. ce qu'on met à l'intérieur de nous, mais moins à l'extérieur. Exactement. C'est vrai, hein. Ouais. Et en fait, ça fait sens quand tu dis les yaourts avec les probiotiques, tout ça. Bah oui, en fait, tout le monde en consomme, mais la crème, non. Enfin, c'est vrai qu'on... Ouais, et puis tu vois, c'était des choses, on disait, enfin, des choses vraiment que les gens comprenaient. Tu vois, dire, bah, faut arrêter, tu vois, de sortir un pot de crème du fond de ton tiroir. Ça fait 2 ans qu'il est là. S'il sent encore bon, qu'il est encore nickel, etc., c'est qu'il y a un problème. C'est que forcément derrière, il y a des conservateurs. Enfin, tu vois, tu ne peux, imagine, je sais pas moi, une recette de cuisine que tu as faite toi-même, que tu sors du frigidaire, bah si enfin tu vois, si elle ne bouge pas et qu'au bout de 2 ans c'est exactement la même chose, tu vas te dire bon bah il y a quand même un problème, tu vois, c'est pas normal. Donc tu vois, on disait des choses très simples aux gens qui comprenaient. Et du coup, je pense que c'est ça qui a fait que la campagne a bien marché et qu'on proposait, bah tu vois, non seulement d'avoir une approche très simple, mais en fait bah hyper efficace, que tout le monde comprenait, et en plus tu vois, avoir des produits très très sensoriels, et la vidéo le montrait bien aussi, tu vois, on était sur des textures mais hyper sensorielles, que ce soit sur une huile, tu vois, que tu mets plutôt le soir pour rééquilibrer ta peau, sur une gelée hyper fondante, hyper moelleuse, qui se transforme en lait quand tu mets de l'eau, ou encore la petite crème hydratante que tu peux mettre rapidement, qui va pénétrer vite ta peau, mais avec de l'acide hyaluronique pour repulper, tu vois. Donc en fait tout le monde se disait bah c'est génial, en fait c'est la crème que j'achète tous les jours, mais en plus elle est meilleure pour ma peau, meilleure pour l'environnement, enfin elle va être aussi efficace que les autres, voire même plus, parce qu'il n'y a pas de conservateurs, etc. Donc en fait, le message était hyper simple et les gens l'ont compris. Et alors justement, pendant combien de temps on peut consommer vos crèmes? Alors en fait, on est comme beaucoup de marques. Ça, c'est l'avantage, tu vois, d'avoir travaillé avec des microbiologistes. C'est que ça servait à rien de faire des crèmes qui se mettent au frigo et tu vois, au bout d'une semaine, tu peux plus les utiliser. C'était pas du tout ce qu'on voulait faire. On voulait trouver l'équilibre parfait pour être comme beaucoup d'autres marques, c'est-à-dire tu peux les utiliser, tu as 1 an pour les utiliser, et on recommande de les utiliser au bout de 6 mois après ouverture. Le risque derrière, si tu les utilises, c'est pas que tu aies un développement de bactéries, pas du tout, parce que nos formules ont passé tous les tests, que les autres marques, c'est-à-dire, tu vois, c'est des tests qui sont assez durs, où en fait, tu prends ta formule et tu viens lui mettre toi-même des bactéries. Enfin, c'est des laboratoires, je dis toi-même, mais tu vois, c'est l'homme qui vient mettre des bactéries, et donc tu viens lui mettre plein de types de bactéries différentes. Et le but de ce test pour pouvoir commercialiser, c'est de se dire, ok, ta formule, elle se défend par elle-même. C'est-à-dire qu'elle va venir petit à petit détruire ces bactéries. Et en fait, ça, ce test est obligé de le passer, et de le passer avec des critères acceptables. Donc, tu as critère A, B ou C. Et le critère A, c'est le meilleur. Et nous, toutes nos formules sont sorties critère A. C'est-à-dire que nos formules se conservent aussi bien que la plupart des autres marques. C'est simplement qu'on a fait le choix d'utiliser des probiotiques, des ingrédients qui vont eux-mêmes pouvoir conserver la formule, mais de manière intrinsèque, tu vois, comme le thym ou encore le citron ou la spiruline, qui vont eux-mêmes conserver. Et il y a aussi une étape importante, c'est qu'on a vraiment diminué un maximum l'eau de tous nos produits pour pouvoir vraiment avoir cette conservation qui est en fait comme toutes les autres marques, mais avec d'autres moyens qui sont beaucoup plus intéressants et sains pour la peau. Alors, juste avant qu'on oublie, est-ce que tu peux nous raconter l'anecdote dont tu parlais sur le côté esthétique du produit? Alors ça, j'en ai fait une très très belle. Franchement, sur le coup, je pense que Juliette s'est vraiment posé des questions. Donc en fait, ouais, je te disais que moi j'avais une expérience très B2B fonctionnelle. Donc moi, il fallait que ça marche, pas que ce soit beau. Et Juliette avait une expérience B2C de luxe. Donc en fait, ce qui est génial, c'est que elle, tu vois, tout devait être super joli. Ces 2 mondes, tu vois, qui s'entrechoquaient un peu, tu vois. Moi, je me disais, mais attends, t'es sûr que c'est important? Alors que, tu vois, aujourd'hui, avec du recul, je me dis que j'ai beaucoup progressé là-dessus. Je me rappelle que ce qu'on voulait faire avant la campagne Ulule, c'était d'envoyer des huiles. On avait fait une première petite production pour envoyer des huiles et faire de la co-création, parce qu'on avait ouvert notre compte Instagram, et donc en fait on voulait impliquer les gens dans la formulation et prendre leur retour et essayer d'améliorer la formule derrière. On devait envoyer, je sais plus, quelque chose comme 400 huiles. Et moi, je fais imprimer chez notre imprimeur des étiquettes. Donc Juliette, tu vois, elle avait fait elle avait fait un truc super, tu vois. Et puis moi, j'arrive, et puis l'imprimeur me donne les étiquettes, et tu vois, il les avait prédécoupées. Et donc moi, tu vois, je commence à en coller plein, genre 100, 200, machin. Et puis Juliette arrive et elle me dit, mais c'est bizarre, l'imprimeur a mal prédécoupé.
En fait, il avait il avait découpé dans l'étiquette tout un carré noir, tu vois, le carré noir qui faisait que il avait détouré l'étiquette avec un carré noir qui avait été imprimé. En fait, il fallait bien que ça coupe à la frontière entre le carré noir et l'étiquette pour pas du tout que tu le vois. Et en fait, moi, tu vois, je capte pas. Je vois le carré noir. Toi, il y a le carré noir. Il y a le carré noir, mais tu vois, je me dis pas du tout que c'est choquant ou quoi. Je commence à coller les étiquettes et tout. Puis Juliette me dit, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce carré noir autour des étiquettes? Et je dis, oui, il a du mal coupé, je l'ai pas vu et tout. Et puis, en plus, sur le coup, tu vois, je me dis même pas que ça va pas. C'est grave. Ouais, tu vois, je me dis pas ça. Et je vois la tête de Juliette qui se dit, mais attends, mais je comprends pas. Enfin, là, ça va pas du tout. Enfin, il faut qu'on décolle tout, qu'on dise à l'imprimeur que ça va pas. Et tu vois, je me dis, oui, ok, je peux lui dire, pas de problème. Tu vois, dans le fond, je me disais un peu, attends, c'est pas très grave. Et après, tu vois, je vois les étiquettes bonnes arriver. Et puis, tu vois, quand tu as les deux produits devant toi, tu te dis, non, mais évidemment. Et tu vois, aujourd'hui, c'est vraiment, je progresse de plus en plus sur la vision importante, tu vois, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit désirable, parce que moi aussi, je suis hyper sensible à ça en tant que consommatrice. Mais quand tu te retrouves de l'autre côté à devoir le faire, franchement, c'est pas simple et je progresse de plus en plus. Franchement, je ferais plus ce genre d'erreur aujourd'hui, quand même. Si Juliette écoute. Ouais, je te jure, Juliette, j'ai progressé là-dessus. Alors, quelle est votre vision pour Crème Paris, je dirais, dans les futures années, quels sont vos rêves pour votre marque? Notre rêve, je dirais que là, on a un bel enjeu devant nous. C'est qu'en fait, tu vois, le site internet se développe super bien. On a de plus en plus de clients. Et en fait, il y a aussi une partie des clients qui nous disent, moi, j'aimerais être conseillée, que la personne qui me conseille les produits puisse voir ma peau, ou je n'ai pas envie de commander sur internet. Donc, il y a deux enjeux majeurs, je dirais, pour nous à venir. C'est développer la distribution physique parce que c'est important qu'on puisse proposer ça. On est sur une gamme qui est très experte, très efficace. On parle de probiotiques, de sans conservateur. Donc en fait, il y a des gens qui veulent être conseillés et c'est important qu'on soit conseillé par des professionnels de santé qui s'y connaissent et qui peuvent en même temps te conseiller, tu vois, des gammes avec des probiotiques mais plus pour les intestins, etc. Donc en fait, tu vois, tout ça c'est une même réflexion et donc c'est important qu'on soit en pharmacie. Et en fait, on a de plus en plus de demandes entrantes. Enfin, la marque fonctionne super bien en pharmacie, donc pour nous c'est un vrai challenge de s'implanter de plus en plus en pharmacie, former les équipes, faire passer les bons messages pour qu'une partie de nos clients puissent aller acheter en physique. Et l'autre enjeu, c'est vraiment de maintenir le site internet et de le faire grandir. Il y a quelque chose qu'on regarde beaucoup, c'est évidemment, est-ce que tous les mois, tu as plus de clients que le mois d'avant? Ça, c'est très important. Mais aussi, et je dirais quelque chose qui est encore plus important pour nous, c'est est-ce que les clients rachètent chez nous? C'est super important parce qu'en fait, si la personne elle rachète chez toi, c'est que t'as réussi à vraiment t'intégrer dans sa routine et tu lui proposes quelque chose qu'elle n'avait pas avant et qui lui convient maintenant. Et ça, c'est vraiment pour nous quelque chose qu'on regarde. Et tu vois, ça fait écho à ce que je te disais avant sur le sens du service, sur pousser la co-création, être toujours plus proche de nos clients. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on regarde beaucoup. Et donc, c'est un indicateur qu'on a envie de pousser aussi chaque mois, de se dire, OK, est-ce qu'on a de nouveaux clients? Super, mais est-ce que nos clients sont satisfaits et reviennent? Et donc, ça, c'est vraiment les deux grands enjeux à venir pour Crème. Et au niveau des pharmacies, est-ce que vous avez une liste sur votre site internet pour, je dirais, les auditeurs qui auraient envie de tester? Oui, bien sûr. Sur notre site internet, on a un onglet qui s'appelle Où nous trouver et en fait, il y a une partie qui s'appelle Points de vente et vous pouvez retrouver tous les points de vente où on est vendu. Donc voilà, on essaye de remplir cette carte de plus en plus, de travailler activement. Mais voilà, et puis n'hésitez pas, pour les gens qui nous écoutent, si jamais vous souhaitez nous trouver dans la pharmacie près de chez vous, n'hésitez surtout pas à en parler à votre pharmacien, ils sont super sensibles à ça. Et on a beaucoup de gens qui font ça sur les réseaux sociaux parce qu'ils nous disent on aimerait bien vous trouver dans la pharmacie de telle rue, tu vois, dans telle ville parce qu'ils habitent là. Ouais. Et en fait, ils en parlent à leurs pharmaciens et les pharmaciens sont super sensibles à ça et vous pouvez être sûr que derrière ils nous appellent et nous on fait tout ce qu'il faut pour être implanté dans la pharmacie près de chez vous, faire les formations qu'il faut pour que vous puissiez avoir toute notre gamme chez le pharmacien le plus proche de chez vous. Bon, en tout cas, ça donne envie d'essayer. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie?
Je pense que il y a deux choses. Il y a le volet un peu perso et puis le volet pro. Est-ce que mon nouveau métier fonctionne? D'un point de vue perso, je pense que ce qui fonctionne, là où tu te dis que t'as réussi ta reconversion, c'est quand t'es super contente d'aller bosser tous les matins, quoi. Bah, c'est mon cas. Donc, voilà, trop bien. Je suis trop contente d'y aller. Je me dis vraiment qu'il y a plein de choses à faire, qu'on est qu'au début. Donc ça, c'est plutôt d'un point de vue perso, et d'un point de vue pro, je pense que c'est un petit peu ce que je te disais tout de suite, c'est valider que tu aies toujours plus de clients qu'avant, que tu arrives à convaincre de plus en plus de gens sur ce que tu proposes, et surtout fidéliser, quoi. Et ça, je me dis vraiment que tu vois, pour l'instant, on maintient des super bons indicateurs parce que les gens reviennent chez nous, et donc on a de bons avis et ils recommandent chez nous. Et ça, pour moi, c'est vraiment le signe que voilà, ce que tu as entrepris fonctionne, quoi. Mais c'est que le début. Voilà, on reste très humble parce que mon frère, on a encore beaucoup de chemin à faire. On va suivre ça. En tout cas, je mettrai vos réseaux sociaux, votre site internet, évidemment, pour les auditeurs. Un grand merci, Marie. Franchement, ça a vraiment donné envie de tester Crème Paris. Génial. Merci à toi pour ton invitation. J'étais ravie d'être là. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.